bonsoir à toutes et à tous. On s'excuse de quelques minutes de retard. Effectivement, le but, c'est d'attendre avec le nombre d'inscrits que tout le monde soit présent. C'est vrai qu'il y a du monde dans la salle d'attente avec plus de 200 inscriptions. Ce soir, donc, je me joins à tout le team de l'APEF. Je ne sais pas si vous voyez Amélie, donc notre présidente de l'APEF. Il y a aussi notre ami Thierry Béja qui est co-responsable du cycle. Et puis, on a Léonore aussi qui n'est pas sur nos écrans, mais sachez qu'elle est derrière son ordinateur à info@apef.ch si vous avez des questions ou des soucis techniques. Donc, elle nous suit aussi dans les coulisses. Et puis, moi-même, donc Bertho Patricia, co-responsable de la section maturité avec Sylvie Calam. On est là en coulisses pour vous aider par rapport aux questions que vous auriez pendant la conférence, parce qu'il y a la fonction de chat que vous connaissez tous. Et puis, n'hésitez pas à lever vos questions, enfin, à poser vos questions pendant toute la conférence. C'est un jeu auquel notre conférencière se prête volontiers et ça mettra justement, le but c'est d'avoir une conférence interactive. Donc, ce sera vraiment, n'hésitez pas. Et puis, notre vedette, alors, c'est Pascal Roux, ici présente. Et puis, les autres vedettes, ce soir aussi, j'ai envie de dire que ça va être nos jeunes parce que cette conférence vraiment leur est dédiée. Et puis, sur l'écran, comme vous voyez là, le thème de la soirée, c'est le stress, l'anxiété chez les jeunes. Alors, pourquoi Pascal Roux? Pourquoi notre vedette? Tout simplement parce que c'est la meilleure. Parce que tous les professionnels ou les familles qui l'ont contactée nous ont dit qu'elle était extraordinaire. Donc, on y croit. Et parce qu'après 5 minutes d'entretien avec Pascal Roux, vous avez l'impression que la vie est belle, alors que 5 minutes avant, vous aviez envie de vous jeter dans le gouffre. Et plus sérieusement, parce que j'ai vite regardé ce qu'on a mis sur votre résumé, c'est que de formation psychologue. Elle fait du coaching pour les adultes, mais en particulier pour les jeunes. Coaching mental qui va pouvoir vous accompagner justement dans les recherches de motivation, de succès, d'orientation, d'une part, mais ça peut être aussi en cas de conflit. Et puis, comme ce soir, justement en période de stress. Donc, on a pensé que c'était vraiment une bonne intervenante pour ce sujet. Et puis, pourquoi ce sujet? Parce que on a entendu dire dans les couloirs que certains jeunes passent bientôt des examens avec un stress plus ou moins élevé. Donc, ça dépend un petit peu des enjeux. Et puis, parce qu'on vit une situation sanitaire un peu spéciale et que, justement, cette situation, elle ne touche pas seulement les acteurs économiques, comme on lit dans les journaux, mais aussi bien les jeunes. Et c'est pour ces deux raisons qu'on pense que ce soir, on veut vous apporter quelques clés pratiques pour pouvoir bien traverser ces enjeux, en fait. Le but, ça ne va pas être ce soir de vous apporter des méthodologies d'apprentissage. On en parlait encore avec Pascal avant cette conférence. 10 jours avant les examens, on ne va pas vous apprendre comment étudier. Ça sera peut-être au contraire l'objet d'une conférence qu'on fera en janvier de l'année prochaine et puis qui vous permettra justement de profiter des conseils qu'on vous donnera pour les examens qui se passeront au mois de juin. Vous aurez le temps d'assimiler tout ça. Ce soir, on va plutôt être là pour du coaching mental, comment mieux se préparer physiquement, mentalement, avec quelques conseils de méthodologie à la fin. C'est vraiment pour vous donner des clés un peu au quotidien. Ça concerne les jeunes, ça nous concerne aussi nous, professionnels, et je pense que ça nous fera du bien à tous. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Le but, c'est vraiment de laisser le plus de temps possible à Pascal. Vous pourrez, donc je répète, lui poser des questions pendant toute la conférence. C'est le but. C'est vraiment sympathique. Et le petit icône conversé que vous avez en bas, c'est anonyme si vous le mettez directement au comité. Donc, nous, on fait juste relever vos questions. Autrement, vous pouvez partager avec tout le monde. À la fin, si il reste des questions résiduelles, à ce moment-là, on redonnera la parole aux spectateurs, respectivement à ceux qui raise the hand avec le petit icône avec la main levée. Mais ça, ce sera que pour la fin parce que là, on pourra vous donner la parole, ce qu'on ne peut pas faire quand on a plus de 200 inscriptions là, pendant la conférence. Et puis, qu'est-ce que je devais dire encore? Amélie, je devais te dire que tu ne devais pas oublier d'enregistrer.
J'ai enregistré, Voilà, c'est c'est bon. bon. Vous pouvez voir cette… oui, Sachez que Pascal Roux a eu de gentillesse de nous donner les droits d'auteur de cette conférence ou de partager ses droits d'auteur pour cette conférence, ce qui veut dire que vous pourrez la retrouver sur notre site APEF, donc apef.ch, et puis vous pourrez trouver aussi sa présentation. Voilà. Donc, si à un moment donné, vous avez une bouffée de chaleur et trop de stress, vous allez vite reconsulter le PowerPoint, tout sera en ligne. Voilà. Alors, je laisse la parole. J'ai merci Amélie, autre chose à Patricia. rajouter ou Non, c'est Thierry? parfait. Merci. C'est tout bon? Alors voilà, on laisse la vedette à Pascal Roux. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Tout d'abord, un immense merci à la PEF d'avoir organisé ce Zoom. C'est une grande première pour moi, la conférence par Zoom, donc j'espère que ça ira. Vous avez fait un travail formidable, hein, parce qu'il y a eu des soucis techniques, donc un grand merci à vous du travail que vous avez fait. Donc on va parler effectivement du stress. Pourquoi j'ai parlé de prendre soin de soi? Parce que souvent on cherche des grandes techniques pour gérer le stress et en fait le stress, on peut diminuer les effets grâce à la prise en compte de ses propres besoins et de comment prendre soin de soi, c'est ça. C'est essentiellement effectivement à destination des jeunes, des élèves. Maintenant, il n'est pas exclu, comme disait Patricia, que certains adultes trouvent également des pistes. Donc, on va d'abord s'intéresser à quelles sont les sources du stress. Évidemment, on peut en parler, ne marche pas. Voilà. Donc, quelles sont les sources du stress? En tout cas, ce que moi j'entends dans mon bureau, quand les jeunes viennent me voir en consultation, ce qu'ils me racontent, c'est quelles sont les sources du stress pour eux. On va aborder quelques pistes, hein, quelques solutions. Je suis psy, c'est vrai, c'est ma formation de base, mais mon métier, c'est du coaching. Ça veut dire que je suis vraiment orientée pratico-pratique, solution. Donc, j'avais envie de partager avec vous ce soir des pistes, des solutions qui permettent de faire la différence par rapport au stress. Et puis, il y aura un petit temps de questions, de partage, comme le disait Patricia à la fin de ma présentation. Ce que moi j'entends dans mon bureau, quelles sont principalement les sources de stress pour la plupart des jeunes qui viennent me voir? La première source, c'est quand même l'école. Donc, ce qui stresse la plupart des ados, c'est d'une part la quantité de travail, c'est-à-dire souvent il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, et plus on monte dans les niveaux scolaires, plus il y a du travail, avec des enjeux particulièrement importants comme les épreuves de bac, de matu, tous les examens qui se présentent en fin d'année. Ce qui est compliqué, c'est ces épreuves qui sont fréquentes pendant toute la scolarité, parfois cumulées. Il arrive souvent qu'il y ait des tests, plusieurs tests dans une même journée. Ça demande évidemment beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration. Donc ça va peser au niveau du stress. Les notes, bien sûr, l'importance des notes, l'importance pour avoir des bonnes notes, c'est une bonne chose. Pour réussir l'année, pour avoir une bonne estime de soi aussi, mais aussi pour avoir un bon dossier. De plus en plus, la plupart des ados sont inquiets de savoir est-ce qu'ils vont avoir un bon dossier pour avoir une bonne place à l'Uni ou dans une école, dans une grande école. Deuxième source de stress, c'est parfois la maison. En lien avec l'école, notamment pour tout ce qui concerne justement la scolarité, c'est-à-dire la réussite. Bien sûr que les parents ont à cœur que leurs enfants réussissent dans leur vie. Souvent, le motif, c'est vraiment que leurs enfants aient le plus de choix possible, donc garder les portes ouvertes, qu'il y ait le plus d'options possibles dans leur vie. Et souvent, ça passe par l'idée de faire des études. Donc, il y a des attentes, il y a des inquiétudes de la part des parents. Ces inquiétudes, parfois, contaminent les adolescents, puisque si mon parent est inquiet, peut-être que je dois me faire du souci moi aussi. Parfois, il y a des relations tendues qui créent du stress. J'entends souvent, peut-être les parents ne le savent pas, mais j'entends souvent les ados dire je ne voudrais pas décevoir mes parents, ils ont des attentes pour moi, ils font beaucoup pour moi, et si je les décevais, ce serait vraiment compliqué pour moi. La vie sociale aussi. La vie sociale et amoureuse ou amoureuse, bien sûr que les amis, c'est une grande ressource. Ce sont évidemment des personnes importantes dans la vie des ados et des moins ados d'ailleurs. Donc c'est vraiment une partie de la vie des adolescents qui est importante. Avoir des amis, être intégré,
Mais parfois, c'est compliqué parce que les relations humaines sont compliquées. Donc, il peut arriver qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des déceptions, qu'il y ait des ruptures. Et souvent, ça prend la tête, comme ils disent. En fait, quand on dit ça prend la tête, c'est du stress. De l'inquiétude aussi parfois pour les amis, quand les amis ne vont pas très bien, avec l'impression que parfois les amis sont un peu au fond du gouffre. Et ça peut créer de l'inquiétude et du stress chez certains d'entre eux. Globalement, l'avenir, c'est une source de stress, avec ou sans Covid, j'ai noté, parce qu'avant le Covid, l'avenir était déjà incertain. Bien sûr que le Covid vient encore bouleverser tout ça, puisque là, c'est à très court terme qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans les prochains temps? Mais avant même le Covid, bien sûr, il y a la question de l'avenir. Quel va être mon avenir, quel va être l'avenir de la planète, comment est-ce que ça va évoluer tout ça, et bien sûr, c'est d'une manière générale plutôt stressant pour les jeunes qui sont en train de construire leur vie. Quelques petits trucs à savoir. Parfois, on a l'impression, parce que le stress, on cherche avant tout à le combattre, à se débarrasser du stress. C'est important de se rappeler que le stress, c'est quelque chose de normal. Le stress, on va y revenir, le stress c'est normal, on en vit tous. Peut-être que si on se retirait tous sur une plage dans une île déserte, on aurait moins de stress, encore que ça serait encore à réfléchir. Mais le stress c'est un mécanisme normal, donc c'est pas si grave. Ce qui est important, c'est comme on va pas forcément pouvoir y échapper, ce qui va être important, ça va être d'apprendre à bien le gérer. Et on peut bien gérer son stress, même s'il ne disparaît pas complètement. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport à la confiance en soi, mais on va d'autant mieux gérer le stress qu'on a confiance en soi. En fait, le stress est intimement lié à ce ressenti. Est-ce que j'ai confiance en moi ou au contraire non? Et on verra qu'en travaillant sur la confiance en soi, on gère encore mieux le stress. Le stress, ça fait partie de la famille de la peur. Peut-être le savez-vous, mais nous avons des émotions. L'être humain est un être émotionnel. Il y a des grandes familles d'émotions, il y en a 4 ou 5 selon les classifications. La peur, en fait, ça fait partie des émotions de base. Et le stress, en fait, ça fait partie de la famille de la peur. Donc, c'est la fonction de la peur, c'est de nous informer en cas de danger. Donc, vous voyez un joli chien de garde sur ma photo. C'est juste pour rappeler que la peur, en fait, c'est elle qui nous permet de nous rendre vigilants à les situations pour identifier un danger potentiel. Donc, c'est notre chien de garde. Il nous fait du bien. Parfois, il fait beaucoup de bruit, c'est-à-dire qu'il aboie beaucoup. Il est parfois très turbulent, mais à la base, il a une bonne intention, c'est de nous permettre de réagir face à une situation de danger. Le stress, c'est un mécanisme physique, physiologique, qui nous permet de nous adapter face à une situation dangereuse. Je vous ai mis une image de mammouth, c'est pour vous raconter que le stress, ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, c'est un mécanisme qui est là depuis des milliers d'années, parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de réagir face à une situation dangereuse, et que si on n'avait pas le mécanisme du stress, on serait probablement tous morts, ce qui serait quand même très très dommage. Donc, c'est de se rappeler qu'en fait, le stress, c'est ce qui va nous permettre de nous adapter. C'est-à-dire, je prends en compte la peur, et puis je cherche des solutions pour me mettre en sécurité. Parfois on entend, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette terminologie, on parle de stress positif ou de stress négatif. Alors c'est vrai que la plupart du temps on se plaint du stress négatif. Le stress positif, parfois, c'est celui qui va nous permettre de nous mobiliser. Parfois j'entends ça chez des jeunes qui me disent oui, mais quand je suis stressée, en fait je suis vachement plus efficace. Pour ceux qui ont tendance un peu à repousser, on appelle ça la procrastination, quand on repousse le travail et qu'on va renvoyer à plus tard, souvent c'est pour créer du stress, parce qu'à un moment donné, on ne va plus pouvoir repousser, il va falloir y aller. Et en fait, ce stress va permettre de se mobiliser pour faire face à la situation. Mais pour ça, on a besoin de croire, on y reviendra avec la confiance en soi, on a besoin de croire qu'on est capable de faire face. Et c'est là que le stress va être positif, parce qu'il va nous permettre justement de nous mettre en route, de nous mobiliser pour atteindre notre objectif. Le stress peut, hélas, être négatif. Le stress négatif, c'est celui qui nous met nos moyens. C'est celui qui, par moment,
fait qu'en test, par exemple, c'est le syndrome de la page blanche, quoi, ou du voile noir, c'est-à-dire vous arrivez en épreuve et puis en fait vous vous souvenez plus de rien parce que tout d'un coup, comme si ça s'était envolé. Et puis quand vous quittez la salle d'examen, il y a tout qui revient. C'est extrêmement frustrant parce que en fait le stress a empêché l'accès à des connaissances qui sont bien là, mais le stress empêche justement d'accéder à ces informations qui fait qu'on a l'impression d'avoir la tête vide. Ça c'est le stress plutôt négatif, c'est quand il est extrêmement intense. Quand on croit qu'on ne va jamais y arriver, en fait. Derrière ce stress négatif, en fait, il y a ce qu'on appelle l'inhibition, c'est-à-dire ça nous écrase. Et au lieu de nous mettre en route, ben, ça nous tétanise, un peu comme le lapin dans les phares de la voiture, qui est complètement inhibé. C'est important. Oui. On peut t'interrompre juste parce que là, tu viens de parler du stress négatif. Oui. Donc là, tu donnes l'exemple de toutes les connaissances qu'on ne retrouve plus au moment du stress. On a une étudiante qui nous dit justement là, souffrir justement devant les oraux, c'est-à-dire que effectivement, à chaque fois, elle est en bac, il y a les passages l'oral, elle a des envies de vomir, etc. Est-ce que c'est des choses que tu vas pouvoir leur donner un petit peu des trucs, effectivement, pour gérer ce stress négatif? Oui, tout à fait. On va y revenir avec les outils pour le corps. Donc, j'y reviens dans un petit moment. Oui, j'y reviens. D'où l'importance, comme je le disais, de soigner l'estime et la confiance en soi, parce que si je crois que j'y arrive, bah, le stress va être moins important que si je crois que je ne suis pas capable. On arrive à cette notion de solutions. Je garde en tête cette histoire de vomissement, parce que là, ça veut dire qu'on est dans du stress relativement puissant, on va dire, physique. Mais ce que j'aimerais déjà faire passer comme message, c'est vraiment cette idée que notre corps, il est notre véhicule. C'est-à-dire que notre esprit, notre psychisme et notre corps, ils font qu'un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il y a le corps d'un côté et puis la tête de l'autre. Donc ça veut dire que si je veux que ma tête fonctionne bien, si je veux penser correctement, si je veux être au meilleur de ma forme, ben, j'ai besoin de tenir compte des besoins de mon corps. C'est pas comme un véhicule, enfin je veux dire, si vous voulez qu'un véhicule avance, vous avez besoin de lui mettre de l'huile, de l'essence, de gonfler les pneus, et s'il n'y a pas ça, ben, le véhicule il va nulle part. Ben, le corps c'est un peu la même chose. Donc paradoxalement peut-être, pour pouvoir bien gérer le stress, on a besoin de d'abord bien prendre soin de son corps. Donc ça veut prendre soin de son corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger correctement. Alors correctement, ça veut dire à heure, de manière plus ou moins régulière, manger des choses pas trop chimiques, pas trop sucrées, enfin un équilibre au niveau nutritionnel, tout simplement parce que le cerveau, il va utiliser ce que l'on mange pour fonctionner. Donc il y a besoin d'avoir une nutrition, enfin, une manière de manger correcte. Boire de l'eau, bien sûr, c'est important. La respiration, ça, c'est un outil magique. Et peut-être pour répondre à cette étudiante en bac, souvent les vomissements liés au stress, c'est un problème de crispation du diaphragme. Le diaphragme étant un muscle, alors je ne peux pas vous faire de signe, mais enfin, étant un muscle qui a tendance à se contracter quand on est stressé et qui nous empêche de respirer. Donc, et qui donne des sensations de boule au ventre. Et cette boule au ventre peut aller jusqu'à effectivement créer des nausées et des vomissements. La respiration, elle paraît très anecdotique comme ça, mais la respiration, c'est un outil extraordinaire qui fonctionne extrêmement bien, justement pour faire passer cette boule au ventre, c'est-à-dire de respirer pleinement, respirer avec le ventre, ce qu'on appelle la respiration abdominale, respirer à fond, lentement, profondément, faire ça plusieurs fois. C'est vraiment un outil qui est simple à utiliser et qui fonctionne bien. Il faut s'entraîner parce que souvent, quand on est stressé, on a tendance à avoir de la peine à respirer. Donc, c'est justement dans les moments où on en aurait besoin qu'on n'arrive pas à le faire. Donc, d'où l'idée de s'entraîner dans les moments calmes. Moi, je propose souvent aux jeunes qui viennent me voir de respirer dans leur lit le soir quand ils se couchent pour s'entraîner à respirer avec le ventre. La respiration, c'est tout un ensemble
d'échange aussi, au niveau chimique, au niveau métabolique. Donc, c'est vraiment un élément essentiel dans le fonctionnement du corps. Je reviendrai avec la question de cette étudiante. Un des premiers trucs, c'est respirer. On y reviendra après avec la visualisation positive pour gérer le stress plus avec la dimension mentale. Mais en tout cas, pour prendre soin de son corps, pour être en forme, c'est-à-dire pour mieux réagir face au monde émotionnel dont le stress fait partie, donc manger, boire, respirer, bouger, pas forcément faire du sport dans le sens performance du terme, mais bouger, c'est-à-dire marcher un peu, c'est-à-dire peut-être un peu moins prendre le transport public, mais pourquoi pas bouger un peu, y aller en marchant, éviter les ascenseurs et puis prendre des escaliers. Enfin, c'est des petites choses qui font la différence sur l'ensemble du fonctionnement du corps. Et surtout dormir. Alors là, on attaque le sujet qui est parfois un peu compliqué. En gros, si on doit retenir pour pouvoir être au meilleur de notre forme, c'est-à-dire pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour faire face au stress, on a besoin de dormir environ 8 heures par nuit. Ça veut dire que minimum 8 heures. En dessous de ça, on commence à être en déficit. Qu'est-ce que ça veut dire le déficit de sommeil? C'est pas juste j'ai les yeux qui piquent. Si c'est juste les yeux qui piquent et que je bâille, c'est pas bien grave. Le problème, c'est que le manque de sommeil, c'est des problèmes de concentration, de la démotivation, plus l'envie de travailler, de l'irritabilité. On est réactif, beaucoup plus réactif avec des choses qui normalement devraient nous passer dessus sans problème. Donc en fait, le manque de sommeil a un effet immédiat en fait sur l'humeur d'une manière générale et sur la gestion des émotions. Peut-être avez-vous entendu dire que le sommeil, c'est aussi le moment où le cerveau il réorganise les informations acquises dans la journée. Donc, tout ce qui a été travaillé à l'école, en fait, dans la journée, va se réorganiser dans la nuit. Donc, si on ne dort pas suffisamment, en fait, cette réorganisation ne se fait pas de bonne manière. Donc, ce n'est pas juste une histoire d'éviter de bâiller ou de yeux qui piquent, c'est vraiment plus large que ça. Donc, c'est 8 heures par nuit. Ça veut dire que si vous vous levez tôt le matin, il faut, disons, se coucher entre 22h et 23h. Et je sais que parfois, pour certains adolescents, c'est beaucoup trop tôt. Mais c'est important. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ouais. On s'interrompt là, de nouveau. Parce qu'on a des élèves qui interviennent et c'est ce qu'on vit aussi tous les jours et qu'on entend en tant que parents. C'est oui, je veux bien dormir 8 heures, mais qu'est-ce que je fais si j'ai trop de travail et que j'arrive pas à dormir? Voilà, je peux pas respecter ce contrat. Donc, soit je respecte le contrat du travail, soit je respecte le contrat des heures. Alors, bon, tu n'auras peut-être pas de baguette magique pour donner 5 heures de plus à la journée, ce qui nous manque tous, mais est-ce qu'il y a… Qu'est-ce que tu dis aux gens? Alors, ce que je dis, c'est que c'est une réorganisation générale. Évidemment que si on vit la même chose en tant qu'adulte, il n'y a pas que les ados qui vivent ça. Si j'ai pas eu le temps de m'occuper de quelque chose et puis que j'arrive à la deadline, bien sûr qu'il va falloir que je prenne du temps, et c'est souvent sur le temps du sommeil justement qu'on va grignoter. Après, il y a une histoire de réorganisation d'une manière globale. On y reviendra avec l'organisation du travail en fin de conférence. Il y a cette idée de peut-être optimiser la manière de travailler. C'est-à-dire de favoriser plutôt la qualité plutôt que la quantité de travail. Donc, d'être vigilant dans son organisation de travail pour que ça n'empiète pas sur justement le sommeil. Si on considère que le sommeil n'est pas important, du coup, on va pouvoir grignoter dessus en disant c'est pas grave, je dormirai un peu moins, je me rattraperai demain. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et c'est important de se dire mais en tout cas 7h30, 7h30, ça j'y touche pas. Et après, comment j'organise autour? Évidemment qu'il va y avoir aussi toute la question de à quoi j'occupe mon temps en dehors du scolaire, et puis on en parlera avec les écrans tout à l'heure. On verra qu'on a besoin de définir à quoi je consacre du temps
qu'est-ce qui est vraiment important. Et si le sommeil est considéré comme quelque chose d'important, alors on va réorganiser autour de ça. Je sais qu'il y a des choix à faire, et puis peut-être qu'il y a certains soirs, on dormira un peu plus tard parce qu'il y a un test préparé. Mais après, il y a vraiment une histoire de réorganisation et dans la structuration, l'organisation du travail et dans les histoires de priorité. Est-ce que je ne sais pas, ça répond à ta question, Patricia. Ouais. Il y a d'autres réactions? Non? Ok, alors je continue. Je t'entends pas. Pardon, j'étais sur juste te dire que pour réagir effectivement à ce que tu viens de dire, on a un nouveau commentaire qui dit oui, il faut arrêter de passer des heures sur les réseaux. Mais ça, je pense que c'est plus un parent qui a répondu qu'un élève. Je voulais en parler plus tard, mais je peux en parler tout de suite. Comme ça, je raccourcirai le slide tout à l'heure. Mais évidemment qu'il y a une étude qui est sortie qui montre que dans nos pays occidentaux, les 13-18 ans passent 6h45 par jour sur les écrans. 6h45. 6h45 par jour sur les écrans. Alors, tous les écrans, c'est-à-dire tout écran confondu. Donc, bien sûr, je n'ai pas un jugement moral à poser là-dessus. Je ne dis pas c'est bien, c'est mal. Mais comme il y a 24 heures dans une journée et qu'il y a environ 7-8 heures d'école, si vous enlevez les déplacements, les repas, le temps de douche, etc., et que vous mettez 6h45 d'écran, il ne reste pas grand-chose pour dormir. Donc, ça pose la question de à quoi je vais donner la priorité. Sur les écrans, on peut l'être en même temps qu'on est dans le bus, en même temps qu'on est avec les copains, donc on peut faire des multitâches. Mais c'est intéressant aussi de se rendre compte à quoi je consacre mon temps. Et je sais bien que passer du temps avec les amis sur les réseaux sociaux, c'est bien plus intéressant que de dormir. Mais après, c'est des histoires de choix, malheureusement. Parfois, il faut faire des choix, même si ce n'est pas cool. Je continue? Ça va? Oui, tu peux continuer. Là, on a un parent, effectivement, qui réagit en disant qu'il est médecin, effectivement, et il rappelle ce qu'on avait déjà lu ailleurs et que j'avais déjà entendu, que les enfants, maintenant, ont des retards de langage chez les petits à cause des temps d'écran, effectivement. Oui, exact. Et les études sont assez effrayantes. Alors, mais bon, c'est pas le... voilà. Donc, prudence avec les écrans, disons. En tout cas, du moins, il y a des choix à faire. C'est-à-dire que je sais bien que parfois les ados ont l'impression qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour eux, et ça, j'entends bien. Mais on y reviendra dans un moment avec les écrans, parce que j'avais 2-3 choses d'autres à dire par rapport à ça. Après, hop, pardon, ça marche pas. Voilà. On va prendre soin de son moral aussi, parce que prendre soin de son corps, c'est important. Hein. On va prendre soin de son véhicule. Après, on va prendre soin de son moral. Pour aller bien dans sa tête, on a besoin d'un certain nombre de choses. L'être humain a des besoins de base. Et un des premiers besoins, c'est de s'exprimer et de partager. De pouvoir échanger avec l'autre, discuter, même si c'est des banalités, mais c'est aussi partager ses expériences, dire quand on en a gros sur la patate, quand on est stressé, quand on en a marre, etc. Mais aussi quand la vie est belle, hein, on peut aussi raconter quand ça va bien. Mais s'exprimer, partager, et c'est bien une des choses dont on souffre tous dans cette période de Covid, c'est que s'exprimer et partager, c'est devenu compliqué. Ou en tout cas, il y a une forme de frein parce qu'on n'ose plus s'approcher, parce qu'on est obligé de se tenir loin, parce que les lieux de rencontre, qui sont les lieux publics, sont moins facilement d'accès. Donc, s'exprimer et partager, voir ses amis, en ce moment, c'est vraiment une galère pour la plupart des ados, surtout qu'au mois de novembre, il commence à faire vraiment froid. Donc, c'est vraiment compliqué. Je sais que dans cette période de Covid, c'est compliqué, mais moi, j'encourage vraiment les jeunes à dire, mais soyez créatifs, inventez des nouvelles choses pour pouvoir vous retrouver, pour évidemment
Alors là, pour le coup, grâce au réseau, on peut faire des choses chouettes. Je sais qu'il y a certains ados aussi qui font des Zooms entre eux ou des FaceTime. Donc, c'est aussi l'occasion de se voir, d'échanger, parce que c'est un besoin humain et c'est encore plus important à cet âge-là. On est quand même dans une vie très sérieuse, hein, où il faut travailler, il faut faire des efforts. Et puis, il y a aussi besoin de jouer, de rire, de se divertir, d'alléger la vie. Jouer est important. Ça fait partie de nos besoins fondamentaux aussi, hein, de passer dans un autre registre. Et parfois, je trouve que nos ados, ils oublient un peu de jouer, à part sur les jeux vidéo, mais ils oublient un peu de rire, de se divertir. Donc ça, c'est important. Donc c'est cool quand même comme prescription. Je vous propose de rire, parce que c'est vraiment important. Ce que j'appelle la visualisation positive, et ça rejoint peut-être ce que disait cette belle étudiante. Je ne vais pas pouvoir vous faire une séance de visualisation positive, mais une des causes du stress, hein, c'est la représentation que l'on a dans la tête. C'est comment est-ce qu'on s'imagine la situation. Est-ce que je m'imagine que je vais rater mon examen? Est-ce que je m'imagine que ça va mal se passer? J'imagine qu'à l'oral du bac, je vais perdre mes moyens et que je ne saurai pas quoi dire au prof, ou qu'il me posera des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Ça, c'est mon imaginaire négatif. Évidemment, si j'imagine ça, le stress ne peut que monter. L'intérêt de la visualisation positive, c'est de dire, mais j'ai aucune idée, est-ce que ça va se passer comme ça? Je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Donc, comme je ne sais pas comment va se passer l'avenir, je choisis de penser que ça va bien se passer. C'est ce qu'on appelle la visualisation positive. Et souvent, je donne l'exemple des vacances. J'imagine que quand vous préparez vos vacances, vous vous dites, ça va être sympa, il va faire beau, il va peut-être faire chaud, ou il y aura de la neige, il n'y aura personne sur les pistes, et on va super bien manger, et puis ça va être super. Donc, quand on se projette sur des vacances, c'est ce qu'on va imaginer. Et en fait, quand on fait ça, on fait de la visualisation positive. On imagine positivement quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et allez savoir pourquoi, quand il s'agit des examens, on imagine qu'on va se planter, que ça ne va pas marcher, que l'examinateur va être vraiment pas sympa, qu'on va perdre complètement ses moyens. Et pourquoi est-ce qu'on imagine les vacances comme ça et les examens comme ça? Et l'idée, c'est de dire, non pas d'imaginer les vacances qui se passent mal, parce que ce n'est pas très intéressant, par contre, d'utiliser la même technique pour les examens. Alors, imaginons. Tout se passe bien, cet examen se passe bien, je me sens bien, je sais répondre aux questions, à quoi ça ressemble, comment je me vois, comment est-ce que je m'imagine, comment j'imagine l'examinateur. Donc, c'est tout le travail d'imaginaire, de se projeter dans une version positive du scénario de l'examen. Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que l'avenir, on ne sait pas comment il se passe, donc on a toute la latitude, on a la liberté de l'inventer comme on le souhaite. Et l'idée, c'est, imaginons-le positivement. Au moins, ça nous permet d'être bien dans notre peau quand on y pense. Parfois, on me dit, ouais, mais moi, si j'imagine un scénario positif, je vais être hyper déçue si ça se passe mal. De toute façon, on ne fera pas l'économie de la déception. Même si on a imaginé que ça allait mal se passer, ça va quand même être décevant. En plus, si j'imagine que ça va mal se passer, je ne veux pas être au meilleur de ma forme, mais il y a une bonne chance pour que ça se passe mal. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, je ne ferai pas l'économie de la déception. Par contre, je ferai peut-être l'économie du stress. Donc, j'imagine que cet examen se passe bien et que tout va bien, que je m'en sors bien, que je suis à l'aise. Et plus je travaille ce scénario positif, plus il va devenir vrai dans ma tête et plus je vais être calme à l'intérieur. Je rajoute quand même, pour les jeunes qui nous écoutent, qu'on peut faire toute la visualisation positive du monde et être hyper positive, enthousiaste et optimiste. Si on n'ouvre pas un cahier et qu'on ne fait pas un seul exercice, ça risque de ne pas suffire. Donc, c'est vraiment une combinaison entre s'organiser, être efficace dans son travail, mais aussi faire travailler son mental et son imaginaire pour le vivre de manière positive. Si on fait une visualisation positive, si on imagine que la vie est belle et que ça va bien se passer, le moral va être plutôt bon. Si le moral est plutôt bon, on va mieux gérer les moments de stress. Je rajouterai
encore trois choses, pardon, pour prendre soin de son moral. Pratiquer l'humour, ça rejoint un peu l'idée de rire, hein, mais c'est pratiquer l'humour dans le sens, l'humour, ça permet de dédramatiser les situations. On va pas en plus être malheureux, j'allais dire. C'est-à-dire quand il se passe des choses compliquées, on n'est pas en plus obligé d'être malheureux. On peut aussi prendre de la distance grâce à l'humour, rire des choses qui nous arrivent. Alors on est d'accord que ça dépend des situations, hein, mais globalement, on peut aussi apprendre à faire les choses de manière un peu plus légère. Donc pratiquer l'humour, ça permet de dédramatiser, de mettre de la distance et du coup de mieux gérer la dimension émotionnelle. Le nettoyage de ses pensées, ça rejoint aussi la notion de la visualisation positive. Parfois, on rumine dans la tête. Ça tourne et ça va mal se passer, puis j'ai pas fait ce qu'il fallait, puis il y a des trucs comme ça qui tournent, qui sont pas toujours très positifs. Hein. En général, la rumination n'est pas positive. Contrairement à la pensée, quand on réfléchit à quelque chose, quand on réfléchit à des projets, quand on réfléchit à un avenir, ça c'est extrêmement constructif. Ce qui pose problème, c'est la rumination, c'est-à-dire les espèces de pensées en boucle comme ça, qui sont hyper répétitives et obsessionnelles et qui emmènent en fait au fond du bac. Ces pensées obsessionnelles négatives, c'est elles qui vont faire monter le stress et parfois les états de panique. Là, le nettoyage de la pensée, moi je dis souvent aux jeunes qui viennent me voir, j'espère que vous nettoyez vos dents tous les jours. Je vous propose de nettoyer vos pensées de la même manière. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma tête et qu'est-ce que je ne souhaite pas avoir. C'est-à-dire, ça va mal se passer, les je suis nul, je suis incapable, ça c'est des choses qui sont complètement inutiles, d'abord fausses et en plus inutiles. Donc, il y a une histoire d'apprendre à choisir à quoi on pense. Parfois, ça paraît étonnant parce qu'on a l'impression qu'on les subit, ces pensées. Mais en fait, ces pensées, elles ont été construites. Hein. Le bébé ne vient pas au monde en pensant qu'il est nul. C'est bien quelque chose qui a été activé au cours de sa vie. Donc, l'idée, c'est de dire, je choisis de cultiver d'autres types de pensées et je nettoie mes pensées de cette manière-là. En ce moment, j'aurais tendance à dire, avec cette histoire de Covid, là, tant qu'on n'en est pas débarrassé, on a besoin de se reconnecter à ce qui est possible. C'est-à-dire que dans cette période compliquée, on vit beaucoup de frustration et donc du stress parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont empêchées. Hein, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. J'avais imaginé ça pour cette année, pour ceux qui sont surtout dans des années charnières, comme la dernière année maths ou la dernière année de bac. Évidemment, ce Covid bouleverse beaucoup de choses. Pour ceux qui avaient prévu de faire une année sabbatique cette année, c'est quand même, ça s'est foutu, quoi. Et on a vu qu'il y a eu des changements d'orientation justement à cause de ce Covid. Pour éviter de vivre ce stress et ces angoisses, c'est de dire qu'est-ce qui est possible ici et maintenant. Peut-être que je ne peux pas retrouver mes copains dans mon bar préféré, mais peut-être que je peux inventer autre chose avec eux. Donc, qu'est-ce qui est possible ici et maintenant pour se réjouir de ce que l'on a plutôt que de focaliser sur ce qu'on a perdu. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que... Bien. Il y a des réactions et c'est quand même effectivement dur d'entendre ça. C'est toutes les différentes situations physiques vers quoi le stress peut tendre. Hein. C'est-à-dire qu'on a entendu les envies de vomissement. On nous parle aussi de grosses migraines juste avant l'examen, alors que le temps de sommeil est respecté. On nous dit qu'on n'arrive plus à parler à personne puis qu'on se renferme juste avant l'examen. Ouais. Donc, il y a des mots physiques, il y a des mots psychiques. Donc, Donc, c'est intéressant et en même temps, c'est dur d'entendre ces différents symptômes parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai malaise. C'est pas pour rien que ce soir, on t'a demandé de faire cette conférence. Mais voilà, donc je pense, ils sont tous en train de demander de l'aide. Mais voilà, en tout cas, ce qui ressort. Après, on a des parents, mais c'est pas... Ça ne va pas être ton sujet à toi qui nous disent, mais effectivement, on arrive à gérer un examen, 2 examens, mais pour finir, c'est la quantité et ça va être qui va faire que ça va être difficile pour tout le monde de gérer ça. Puis on se demande s'il n'y a pas d'autres possibilités ou moins d'examens pour quand même évaluer
les enfants, mais ça, c'est pas le débat de ce soir. Mais... Évidemment qu'on peut poser la question de l'organisation scolaire qui pourrait être revisitée. Effectivement, ça pose question sur le bien-être. Si l'apprentissage doit se faire dans la souffrance, ça pose la question. Ça pose question. Parce qu'en fait, ça, c'est pas lié à notre école, mais c'est le système. Non, je parle pas de votre école. Est-ce qu'il les attend à l'université, etc. Parce qu'on a l'impression que c'est toujours plus effectivement difficile que pas. Mais et puis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport au attends, excuse-moi, il y avait une question là qui était ah oui. Je veux juste rebondir sur ce que tu disais par rapport aux mots physiques. Ce qui est compliqué avec le stress, c'est qu'il y a une dimension physique, physiologique, et il y a une dimension psychique, émotionnelle. Et que ce qui est délicat, c'est que quand on arrive aux symptômes de vomissement, de migraine violente, c'est que le stress, il a tellement monté que le corps va l'exprimer. Peut-être qu'il y aurait besoin, alors évidemment je ne peux pas donner des solutions à la louche, c'est toujours de manière individuelle, mais peut-être que là, je ne sais pas qui parlait de ça, mais peut-être que la personne attend trop avant de dire je suis stressée, avant d'exprimer. Et plus on retient une émotion, plus c'est le phénomène où le corps va devoir exprimer, puisque l'émotion, elle est enfermée et qu'elle va devoir sortir, parce que c'est son travail. Le rôle de l'émotion, c'est d'exprimer, c'est d'informer, donc d'aller vers l'extérieur. Et si on retient l'émotion de manière forte, à un moment donné, c'est le corps qui va l'exprimer. C'est ce qu'on appelle la psychosomatie. Et là, dans des situations de vomissement ou de migraine, ça veut dire que le stress est déjà là depuis fort, fort longtemps. Il va s'exprimer un peu en pic au moment de l'examen, mais en fait, il est déjà là. Donc, c'est en amont qu'il va falloir intervenir. Évidemment qu'il y a des trucs, et je reviens sur la respiration, ça paraît dérisoire par rapport aux sensations énormes du stress avec le vomissement, mais essayez la respiration, mais essayez-la vraiment, c'est-à-dire faites une vraie respiration abdominale, vous allez voir, ça fait une sacrée différence. Mais ça paraît tellement dérisoire par rapport au mal que souvent il y a de la peine. Moi j'entends souvent des ados dire oui, on m'avait dit la respiration, mais ça ne marche pas. Mais faites-le vraiment. Il ne va pas falloir respirer une fois, c'est de manière régulière, tout comme le nettoyage des pensées. Alors je lisais un commentaire là sur le chat qui disait mais est-ce que nettoyer ses pensées c'est de la fuite. Non, l'idée c'est pas de ne pas tenir compte de ce qui se passe et de son ressenti. Le nettoyage de ses pensées, c'est de nettoyer les ruminations négatives qui sont inutiles. Je ne vois pas en quoi refuser de dire je suis nulle peut être la fuite de quelque chose. Et ça n'a jamais été constructif, ça n'a jamais aidé personne de se raconter dans sa tête qu'il est nul. Jamais personne. C'est inutile, c'est faux et c'est destructeur. Donc je pense que c'est ça, quand je parle de nettoyer ses pensées, c'est vers quoi je choisis de mettre mon attention mentale. Et je pense que souvent, on a tendance à ruminer des choses négatives qui sont inutiles. Maintenant, il m'arrive de faire des erreurs, de me tromper, de vivre des situations de tristesse. Dans ces cas-là, on va l'accueillir pour en faire quelque chose. Mais ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la rumination négative. Excusez-moi, j'en profite de ce que vous venez de dire pour vous interrompre. Alors, nettoyer ses pensées, c'est très clairement un moyen pour améliorer la confiance en soi, de la même façon que visualiser des issues positives aux événements. Mais est-ce que vous auriez d'autres techniques pour justement aider à améliorer la confiance en soi et indirectement, du coup, lutter contre le stress final? C'est parfait, parce qu'on va... Ah oui, bon, alors attendez, je reviendrai là-dessus et on va parler de ça. Alors, c'est quoi l'estime de soi? C'est quoi la confiance en soi? Puis après, je réponds à votre question. L'estime de soi, vous sentez qu'il y a deux choses différentes. On utilise estime et confiance l'un pour l'autre. En fait, c'est deux choses bien différentes. L'estime de soi, c'est l'image que j'ai de moi, c'est-à-dire c'est la représentation que j'ai de moi dans ma tête. C'est
En fait, quand je parle de moi, je dis quoi? Est-ce que je dis que je suis nulle ou est-ce que je me dis que je suis quelqu'un de bien? Hein, ça, c'est le reflet de l'estime de soi. C'est-à-dire, quand je pense à moi, quelle est la représentation que j'ai de moi-même? Est-ce que je pense que je suis quelqu'un de bien ou pas? La confiance en soi, c'est un ressenti. Et comme tout ressenti, hein, ça évolue. C'est-à-dire, on ne vient pas au monde en étant quelqu'un de confiant et puis on le sera toute sa vie. Ou alors, on n'est pas confiant et puis on le sera toute sa vie. C'est pas comme ça que ça marche. La confiance en soi, ça fluctue. Et si vous pensez, jeune ou moins jeune, hein, si vous pensez à des secteurs de vie dans lesquels vous êtes hyper à l'aise, je sais pas, ça peut être le foot, ça peut être la danse, ça peut être une création artistique, ou ça peut être en maths, ou ça peut être en français. Quand je pense à cette situation, que ce soit du sport ou du scolaire, par exemple, je suis pleinement en confiance. C'est-à-dire, je sais que ça va marcher. Je le sais et je le sens. C'est lié à de l'expérience, d'accord? Ça peut marcher une année, par exemple, et puis l'année d'après, j'ai eu une mauvaise expérience et du coup, j'ai un peu moins confiance. Parfois, j'ai des personnes qui viennent en consultation et qui me disent « Ah, j'ai perdu confiance dans ce domaine. » C'est-à-dire, avant, j'avais confiance et maintenant, j'ai plus. Donc, dans le temps, ça peut fluctuer. Après, on peut avoir confiance dans certains domaines et pas dans d'autres. On peut avoir des confiances à un moment donné et pas à un autre. Donc, la confiance, ça bouge, ça fluctue. Ça se travaille, en fait, la confiance en soi. Et ça se travaille au travers, justement, de ces pensées dont je vous parlais, le nettoyage des pensées. Si je passe mon temps à me dire que je suis nulle et que je ne vais jamais y arriver, comment est-ce que je pourrais avoir confiance en moi? La confiance en soi, c'est la capacité, enfin, c'est d'avoir le ressenti à l'intérieur de soi de sa capacité à faire des choses. C'est-à-dire, je sens à l'intérieur de moi que je suis capable. Mais si à l'intérieur de ma tête, je me dis je suis nulle, je ne vais jamais y arriver, il y a un bug là, hein, ça ne va pas le faire. Donc le travail sur l'estime de soi et sur le nettoyage de ses pensées, c'est ce qui va permettre de renforcer la confiance en soi. Donc une des choses qui va permettre de prendre soin de son estime de soi, d'abord, une des choses que je leur explique aux jeunes et peut-être ceux qui m'entendent, c'est s'entraîner à ne jamais dire le mal de soi. C'est combien de fois dans une journée on entend des ados dire « Ah, mais je suis nulle, je suis incapable, je suis vraiment trop con », enfin bon, des trucs de ce genre-là. Ça, c'est dire du mal de soi, ça ne fait pas du bien, en plus c'est faux, comme tout le monde, enfin, être nul ne veut rien dire. Donc l'idée, c'est chaque fois qu'il y a un mot négatif qui sort de sa bouche, c'est dire « Ah, non, ça je ne veux pas ». Donc s'entraîner à ne pas dire du mal de soi, c'est une manière de prendre soin de soi. Prendre le temps aussi pour réfléchir à ses forces, ses qualités, ses ressources, ses talents. En fait, l'estime de soi, c'est si je suis dans la conscience de mes points forts, je vais avoir davantage une belle image de moi, une bonne représentation de moi-même. Donc l'idée, c'est, pour savoir, il faut que, ce que j'ai de bon en moi, il va falloir que j'y réfléchisse. C'est quoi mes talents? C'est quoi mes capacités? C'est quoi mes ressources? Dans quoi je suis bon? Qu'est-ce qui fait, quelles sont mes qualités? Et puis, par exemple, une des choses qui peut être sympa, c'est un petit exercice à faire, bilan orienté positif. Chaque jour, je trouve 5 choses positives à dire sur moi-même ou sur ma vie. Au moment où je vais me coucher, je fais un petit bilan de la journée qui vient de passer et je retiens au moins 5 choses positives. Ça paraît peut-être artificiel, mais le fait de pouvoir orienter ses pensées vers des choses justement positives, hein, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou moitié vide. Est-ce que je vois les choses positives de ma vie ou de ce que j'ai à l'intérieur de moi, ou est-ce que je vois les choses négatives? Ça, ce choix-là, c'est ce qui va permettre justement de travailler sur l'estime de soi. Plus on a une bonne estime de soi, plus on a confiance en soi. Et la plupart du temps, nous attendons d'avoir confiance pour faire les choses, alors que c'est en faisant les choses que nous prenons confiance. C'est-à-dire que c'est en osant faire un certain nombre de choses, en y allant, en expérimentant, qu'on se rend compte qu'on est capable de faire, et en engrangeant des expériences positives, en fait, c'est là que la confiance va se restaurer. Donc,
travailler sur ses pensées, sur sa vision de soi-même. Ça, c'est un entraînement sportif. Moi, j'appelle du fitness des neurones. Vous savez, on soulève bien des poids au fitness pour avoir des nouveaux muscles. Et ben là, c'est la même chose, mais avec ses neurones. C'est-à-dire, on va muscler ses neurones pour muscler la confiance. Ça paraît artificiel, mais comme le cerveau fonctionne assez bien comme ça vaut vraiment la peine d'essayer. Encore une fois, au fitness, si vous y alliez 3 fois, vous n'aurez pas de nouveaux muscles. Hein. Il va falloir y faire de manière régulière. Oui. J'ai une question. Oui, non. Pascal. Par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait conseiller aux enseignants. Ils ont 5-10 minutes le matin qu'ils partagent avec les élèves, de prendre un élève tous les jours et de dire, voilà, donne-moi 5 choses positives qui sont arrivées dans ta vie, ou hier, par exemple. Ah ouais. C'est quelque chose qui peut vraiment aider les élèves à prendre confiance en soi. Parce qu'on avait une question d'un enseignant, justement, comment les aider? Comment aider nos élèves à déstresser, comment les accompagner? Ouais. Moi, ce que j'entends, pour les enseignants, je ne parle pas de votre école, je parle d'une manière générale, ce que j'entends de la part des adolescents, c'est nos profs nous mettent la pression. Alors, je ne sais pas ce que disent les profs. Moi, je les ai eus, j'ai eu aussi des profs. Je pense qu'il y a aussi, il y a le vécu de l'adolescent et puis il y a ce que le prof véhicule. Je pense qu'il y a la nécessité, effectivement, de donner confiance en disant « je crois en vous, je crois que vous pouvez y arriver, je crois que ça va bien se passer ». Et je pense que c'est ce message positif des enseignants qui fait du bien aux élèves. C'est de dire « je crois que vous êtes capable ». Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc c'est évidemment… mais de dire « je crois en vous parce que je crois que vous êtes capable ». Je suis sûre que des enseignants qui nous écoutent font ça avec leurs élèves. Parce que, quand on dit « vas-y, je crois en toi, je sais que tu es capable ». Je crois que ça, c'est important. Je trouve sympa comme idée de faire cet exercice, de dire peut-être pas un seul élève, toute la classe, de prendre 5 minutes et de dire allez, petit bilan, pas seulement les 5 choses positives qui vous sont arrivées, mais plutôt quelque chose que vous avez aimé faire. Parce que si vous posez la question de 5 choses positives, on vous dira ah ouais, j'ai joué au jeu. Remarquez, ça peut être, je suis passée à un stade au-dessus, donc ça peut être, ça peut amener de la confiance, mais plutôt 5 choses que vous avez aimé faire ou que vous avez trouvé que vous avez bien fait. Donc c'est plutôt une action concernant sa propre action. Je voulais juste revenir 2 minutes sur l'histoire d'écran. Pas trop d'écran. Non, là non plus, c'est pas parce que l'écran c'est mal. Mais parce que l'écran, ça fatigue, ça use le cerveau, ça demande énormément de concentration, même si peut-être qu'en jouant, par exemple, on ne s'en rend pas compte, mais ça demande énormément de concentration. C'est un excitant du système nerveux, donc les écrans, ça, je pense que vous avez déjà tous entendu ça, mais je le redis, les écrans avant de dormir, évidemment, c'est pas génial, parce que ça stimule le cerveau, donc ça le fatigue. Du coup, il y a moins de disponibilité aussi pour gérer les choses à côté, c'est-à-dire à la fois le travail, mais aussi les émotions. Pas trop d'écran en termes de quantité, pas trop d'écran récréatif, on s'entend. Si vous travaillez, si vous avez vos cours qui sont avec un support informatique, évidemment que ça ne rentre pas dedans, mais on parle des écrans récréatifs, c'est-à-dire les jeux vidéo, les séries et puis les réseaux sociaux. Attention au contenu approprié. Je sais que on ne tient pas toujours compte de ces histoires d'âge. Je sais aussi que parfois les jeunes sont pollués par des images de violence et puis de sexualité.
Et c'est pas anodin. Souvent, on a l'impression qu'on peut prendre de la distance avec tout ce qu'on voit dans ces images. Mais en fait, non, le cerveau, il fait pas tellement la différence entre la réalité et puis les jeux. Ça veut, dans le sens où il est stimulé de la même manière que si c'était dans la réalité. Donc, je pense que quand il y a un contenu violent ou quand il y a un contenu, alors pas pornographique, j'imagine que c'est pas le cas, mais des choses qui sont un peu violentes au niveau relationnel aussi, c'est pas très bon pour le cerveau et justement pour le stress. Donc, attention pour les écrans. Même si parfois on a l'impression que les écrans, ça fait du bien, ça ressource, alors qu'en fait, l'écran, souvent, ça anesthésie, mais ça ne ressource pas, c'est-à-dire ça n'apporte pas d'énergie. Par contre, ça anesthésie, parce que pendant un temps, on ne pense plus à rien, plus à ses soucis, plus à ses examens, plus au stress. Alors, dernière petite intervention, puis après, ce sera la place aux questions. Souvent, dans la gestion du stress, en fait, il y a une histoire d'organisation de travail. Pourquoi? Parce que le stress, c'est le sentiment, enfin, c'est le ressenti qui apparaît quand on ne se sent pas prêt pour faire face à une situation. Si vous avez un examen qui arrive et que vous ne vous sentez pas prêt, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'organisation du travail. Je sais que c'est des choses que vous avez déjà entendues, mais j'enfonce un peu le clou. Prioriser et anticiper. Je me doute que anticiper 3 semaines à l'avance, ça ne le fait pas, c'est pas intéressant. Mais en tout cas, quelques jours qui va permettre d'identifier ce qui est vraiment important, qu'est-ce que j'ai vraiment à faire, qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui l'est moins. Ça paraît tout bête, mais ça peut faire une différence. À quoi je vais donner la priorité? Peut-être qu'il y a des choses qui ne seront pas toujours prioritaires et puis des choses qui vont passer devant. Cette idée de prioriser aussi l'efficacité plutôt que la quantité. Parfois, le fait de se dire, bon, il va falloir que je travaille tant de temps, donc on se met à son bureau, on passe 2 heures à son bureau et quand on réfléchit au travail effectif, c'est-à-dire au travail réel, en fait, il y a une partie de ces 2 heures qui a été consacrée à, tiens, il y a le téléphone qui fait bzz bzz, et puis tiens, là, je n'avais pas rangé cette feuille, puis je vais vite boire un verre, et puis, donc, il va bien y avoir la sensation qu'il y a 2 heures de travail, parce que, ça a été le temps consacré, mais en fait, de travail effectif, souvent, il y a la moitié, voire même un peu moins. Donc là, ce qui est important dans ces situations, c'est de dire, mais quand je suis à mon bureau, je travaille. Si je ne travaille pas à mon bureau, alors je fais autre chose. Je me lève, je vais faire autre chose, je fais une pause, etc. Pour éviter d'emmagasiner dans la tête l'idée que j'ai travaillé 2 heures, alors qu'en fait, ça n'est pas la réalité. Donc vraiment de pouvoir dire, si je suis à mon bureau, je travaille vraiment pour obtenir un travail efficace. Si pour certains d'entre vous, je ne sais pas, il y a peut-être des talents, des domaines dans lesquels vous êtes hyper à l'aise, et puis pour peut-être certains de vos amis ne le sont pas. Donc vos amis vont travailler 2 heures pour réviser ce test, alors que vous, au bout d'1 heure, vous avez fait le tour. L'idée, c'est pas de dire il faut que je travaille 2 heures. L'idée, c'est j'ai besoin de travailler de manière efficace pour que moi, je me sente prêt pour ce test. Donc, il y a vraiment l'idée d'identifier ce qui, à moi, me paraît juste. Je parlais tout à l'heure de la procrastination, le fait de repousser. Souvent, la procrastination est associée à la flemme, j'ai la flemme de faire, donc je pousse, je renvoie toujours au lendemain. En fait, la procrastination n'est pas de la flemme, mais du découragement. C'est-à-dire que c'est souvent face à une perception d'une masse, un travail important à faire. Et quand je pense à ce travail, ça me décourage tellement que j'y vais pas. Et vous voyez que je vous ai mis l'Everest, 8850 mètres. On ne monte pas à l'Everest en une fois. Et parfois, il peut être nécessaire de découper une tâche en petites étapes pour pouvoir faire un pas après l'autre, pour sortir du découragement et pour sentir quand même qu'on avance. Et plus les élèves sont à un niveau supérieur, c'est-à-dire plus ils s'approchent de la terminale ou de la dernière année Mathieu, plus les travaux sont conséquents.
C'est-à-dire que c'est des tailles, si on pense au TM pour ceux qui sont en matu, le TM, c'est un travail conséquent de laine, donc ils ne vont pas pouvoir le faire en 3 coups de cuillère à peau. Donc il va falloir découper. Et c'est un apprentissage qui est très intéressant, parce que ça permet de dire, voilà, je fais des étapes, et puis pas après pas, j'avais arrivé au sommet de mon Everest. Donc le découpage, ça aide à se mettre en route et à sortir de la procrastination. Respecter le rythme, un rythme effort-repos. Imaginez que vous allez pouvoir travailler 2 heures de suite sans lever le nez. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est possible parce que vous avez une capacité de concentration importante. Peut-être que pour d'autres, ce ne sera pas possible. On a besoin d'avoir des moments d'effort et puis des moments de relâchement. Ça fait partie du cycle humain. On a des moments où on peut faire un effort, des moments où on se repose. Il y a des moments de veille, il y a des moments de sommeil. On expire, on inspire. Donc, en fait, l'être humain, il est tout le temps en cycle comme ça. Donc, c'est important aussi dans les moments de travail, de tâches, de révision, de pouvoir dire je prends des moments où je fais des efforts, où je mets mon énergie dans l'apprentissage, mais j'ai aussi des moments de repos. Les 8 heures de révision, les 10 heures de révision de suite, c'est juste pas possible. Le cerveau, il tient pas. Le cerveau, puis le moral, et puis le corps, lui, il peut pas faire ça. Donc, respecter, c'est des petits temps de respiration qui vous permettent de poser un peu pour pouvoir retrouver de l'énergie. Et puis, je vais terminer par cette histoire de modéliser ses propres stratégies d'excellence. Ça, c'est un exercice que je trouve fort intéressant. Souvent, ce que je propose aux jeunes, c'est de dire, OK, on va prendre un exemple d'une épreuve ou d'un test ou d'un DST, appelez-le comme vous voulez, ou d'un examen qui s'est bien passé. Et puis, on va découper et chercher à comprendre qu'est-ce qui a permis que cet examen se passe bien. Comment vous vous êtes préparé, de quelle manière, combien de temps avant. On va vraiment décrypter la recette de cuisine, c'est-à-dire comment la personne s'y est pris pour réussir. Qu'est-ce qu'elle s'est dit, comment elle s'est sentie, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Donc, on va explorer les stratégies d'excellence pour pouvoir les réappliquer la fois d'après. C'est-à-dire, pour le prochain examen, on va reprendre exactement la même manière de faire qui avait marché la dernière fois, et puis on va refaire exactement la même chose pour que ça marche à nouveau. Ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation des stratégies d'excellence. C'est, puisque j'ai réussi à faire une fois, je vais faire en sorte de pouvoir le reproduire pour les fois d'après. La conclusion, l'idée, c'est que les petites choses ont souvent de grands effets. Si vous souffrez particulièrement, et j'ai entendu les témoignages, si vous souffrez particulièrement de manifestations très violentes du stress, l'impression c'est qu'il faudrait un changement radical, quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement fort, massif comme ça, qui pourrait faire changer le stress. C'est rarement comme ça, c'est-à-dire que c'est souvent par la modification de petites choses, c'est-à-dire je prends soin de mon corps, je prends soin de ma tête, je travaille autrement, je partage, j'explique, j'exprime ce que je ressens, peut faire une différence dans la vie. Après, il peut arriver parfois qu'il y ait vraiment des problèmes, ce qu'on appelle des troubles anxieux, et où bien sûr ce que je vous ai dit aujourd'hui ne sera pas suffisant. Mais avant de parler de troubles anxieux, on peut déjà commencer par mettre des petites choses en place qui peuvent faire la différence au quotidien et qui peuvent permettre justement de mieux gérer le stress. Voilà. Là, c'est peut-être pas des questions, mais c'est peut-être des choses sur lesquelles tu as déjà rebondi. Mais on a, dans cette situation spéciale de Covid, on rappelle, il y a un commentaire qui dit rappeler aussi l'exercice physique en cette période de confinement, c'est-à-dire que quand effectivement c'est dur, plusieurs l'ont vécu, c'est vraiment dans la chambre. Alors après, ça c'est pour ceux qui sont vraiment isolés. Non, ça j'ai envie de dire, on ne peut pas faire grand-chose dans sa chambre, mais c'est quand même long. C'est comme une épreuve. Et puis après, c'est simplement quand on est en semi-confinement, confinement, de rappeler, de s'aérer ou de je ne sais pas quoi. Tu parles pas forcément d'exercice physique, mais de s'aérer. Je crois que c'est important pour toi.
Ouais. Et puis après, on a autre chose, une autre question, donc tu pourras répondre aux deux, c'est est-ce que c'est aussi bien de s'endormir le soir avec la musique, avec son téléphone et les écouteurs? Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider? La question, c'est est-ce que ça marche? Si cette jeune fille s'endort grâce à la musique, surtout ne changez rien. Si par contre le sentiment c'est que ça maintient une certaine attention parce que, je sais pas, parce que du coup elle est réveillée en écoutant la musique, peut-être que ça la question c'est est-ce que ça aide ou est-ce que ça empêche. Moi j'ai pas d'avis sur est-ce que c'est bien ou est-ce que ça l'est pas. C'est si ça permet à cette jeune fille de s'endormir plus facilement parce que ça calme les pensées, je trouve que c'est une très bonne idée. Parfois la rumination dont je parlais tout à l'heure, qui peut être liée au stress, va déclencher, c'est pour ça qu'on rentre dans des cercles vicieux, c'est que ça va déclencher de l'insomnie. Puisque le moulin dans la tête qui tourne et puis je ne vais pas y arriver et puis ça va être compliqué, etc., va empêcher de s'endormir. Si on ne dort pas bien, on va être encore plus sensible au stress, etc., etc. Donc si la musique permet de dormir, d'occuper l'espace mental avec autre chose que de la rumination, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Pourquoi pas? Après, par rapport au fait de bouger, évidemment qu'avec ces histoires de confinement, de j'espère qu'on va en sortir rapidement, mais on est limité, on peut évidemment plus faire ce qu'on a l'habitude de faire. C'est pour ça que je parlais de pouvoir dire ok, qu'est-ce qui est encore possible. Je ne peux plus aller faire mon entraînement de foot parce que les clubs ont fermé. Ok, qu'est-ce qui reste possible? Est-ce que je peux aller faire du foot avec 3-4 de mes copains? C'est pas la même chose qu'avant, mais ça reste encore possible. Donc, de pouvoir dire ok, je peux pas faire tout comme j'ai l'habitude, mais je vais quand même faire du bien pour bouger, pour s'aérer, pour voir du monde. Oui. J'ai une petite question. Est-ce que la dimension spirituelle peut aider à la gestion du stress? Alors, qu'appelez-vous la dimension spirituelle? Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais j'imagine tout le côté... je crois que la question a été posée dans un sens religieux, mais je n'en suis pas certain. Ok. Quoi, alors, est-ce que la dimension spirituelle peut aider à gérer le stress, Oui, c'est ça? tout à fait. Pour moi, la dimension spirituelle, c'est bien plus large que le religieux. C'est-à-dire, ça a un sens pour moi qui est plus large. Ça veut dire tout ce qui est de l'ouverture au monde plus tangible. C'est-à-dire c'est pas forcément Dieu ou Allah, mais quelque chose de... Oula, j'ai perdu. Ah, ok. Voilà, donc c'est quelque chose de plus large que ça. Est-ce que la dimension, par exemple, quand on fait de la méditation, quand on fait du yoga, est-ce qu'on fait toutes ces pratiques en fait qui sont des pratiques dites spirituelles, mais qui impliquent aussi le corps, clairement, ça peut être une aide dans la gestion du stress. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, ça vous permet d'apaiser aussi la dimension psychologique. Donc oui. Il y a une question aussi plus vaste, je ne sais pas si tu la vois, et je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du sujet ce soir, mais quand même, oui, c'est que faire quand un ado n'exprime pas ses émotions? Ça peut être aussi lié, effectivement, après à un contexte général de stress, etc., ou bien un des aspects. Et voilà, cet ado va toujours dire que ça va bien, alors qu'on voit qu'il est soucieux, qu'il n'est pas bien. Alors, à la limite, on préfère quand ils disent que ça ne va pas bien, parce que quand ils disent rien, comment est-ce qu'on gère ça? Je crois que ce qui est compliqué avec le monde des émotions, c'est qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Et un ado qui n'exprime pas, alors la question c'est est-ce qu'il n'exprime pas d'une manière générale ou est-ce qu'il n'exprime pas à ses parents? Parce que parfois ils peuvent vraiment être beaucoup plus dans le partage avec leurs amis.
Mais par contre, effectivement, être dans le jardin secret et ne pas en partager avec les parents. Là, on n'est pas tout à fait dans les mêmes profils. S'ils partagent par ailleurs, c'est plutôt bon signe. Si c'est vraiment un retrait complet, j'aurais tendance à dire que peut-être là, il faut demander de l'aide. Parce que la gestion des émotions, c'est pas toujours évident. Pour les parents, d'accompagner leur ado à faire ça, c'est pas toujours facile. Leur ado n'a pas toujours envie non plus que ce soit les parents qui s'en occupent. Peut-être qu'il faut demander de l'aide. Après, ce que je crois, c'est que on apprend à gérer ses émotions. C'est quelque chose qui peut être travaillé, c'est-à-dire dans le partage. Est-ce que les parents, eux, expriment leurs propres émotions? Est-ce qu'ils mettent des mots sur leurs ressentis? Est-ce que est-ce que eux arrivent à s'exprimer et puis que du coup l'ado peut aussi cheminer avec ça? Il peut y avoir tellement de situations différentes, mais en tout cas l'expression de ces émotions, ça s'apprend. Et il y a peut-être besoin des fois d'un soutien extérieur. Et si au contraire, je rebondis sur ce que tu disais, si au contraire, il s'exprime avec ses amis et que c'est peut-être la réserve vis-à-vis des parents uniquement, est-ce qu'à ce moment-là, c'est sain et on laisse faire parce que voilà, c'est la distance, c'est qu'on a bien réussi son travail de parent parce que l'enfant est indépendant. Exact. Oui, je crois que c'est plutôt une bonne piste. On peut donner un truc aux parents qui soulèvent cette question. Oui, je pense que c'est effectivement si le job de l'ado, c'est de sortir de la maison, hein, donc s'il commence à ne plus trop partager ce qu'il vit avec les parents, c'est pas grave. Après, peut-être qu'il peut y avoir un pacte avec l'ado en lui disant, écoute, évidemment, tu as le droit à ton jardin secret. Moi, je voudrais juste être sûre que le jour où ça va, tu m'en parles. Vraiment pas, tu m'en parles s'il y a quelque chose de grave. Après, parce que c'est des histoires de sécurité. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Et puis, on a beaucoup parlé de l'école, du stress, des examens, etc. On est effectivement impressionnés, je pense que tu le vois plus souvent que nous, mais tous les différents mots qu'on nous ressort ce soir. Voilà, on a parlé des vomissements, des tremblements, de la diminution d'estime de soi, donc c'est un cercle vicieux parce que on dit qu'il faut avoir moins de stress pour avoir l'estime de soi, mais on nous dit aussi que le stress induit de la diminution d'estime de soi, des problèmes de dormir, donc la peur. Donc voilà, ça on le lit assez bien à l'école. Je ne sais pas si tu auras quelque chose à ajouter, mais on parlait aussi, et ça faisait partie un peu du titre de cette conférence, comme du côté anxiogène, aussi de la situation dans laquelle on vit. Tu en as parlé, le manque l'isolement, etc., qui est pour les jeunes très important. Raison pour laquelle on a des parents qui disent mais espérons qu'on puisse avoir les cours en présentiel le plus longtemps possible, hein. Et puis on a aussi des réactions d'élèves qui disent j'ai été confinée et à la suite de ce confinement j'ai une réaction vraiment étrange, c'est que j'avais plus envie de retourner à l'école, avec comme des angoisses ou comme plus envie de socialiser, alors qu'on a une vie tout à fait normale avant. On a ce confinement qui nous touche pour une raison ou une autre, un membre de sa famille ou nous-mêmes. Et après, on se retrouve dans une situation qui est totalement différente. On ne se reconnaît plus, on a des angoisses. Est-ce que c'est normal de ne plus vouloir avoir du monde? Alors, il faudrait explorer pour répondre de manière plus spécifique dans cette situation, mais on a effectivement vu ces situations où les ados se sont trouvés bien mieux confinés qu'à l'extérieur. Ce qui est paradoxe, puisqu'on n'arrête pas de dire que les adolescents ont besoin d'être ensemble avec leurs amis, etc. Et puis là, pour certains, c'est pas la majorité des situations, mais pour certains, il y a eu une forme de confort, de sécurité à rester à la maison. Après, ça dépend combien de temps ça a duré. Si le confinement dure 10 jours, je pense que la transition se refait plus facilement. Si c'est plus long, comme on a pu vivre peut-être ce printemps, parfois la reprise de contact est plus compliquée. Il faut bien réaliser, c'est que la socialisation
ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande des efforts, on a besoin d'être concentré sur ce qui se passe autour de nous, on doit être attentif aux personnes. Parfois, on est un peu inquiet de comment est-ce qu'on va être intégré en société. On doit tenir compte des règles sociales, surtout à l'école. Donc, tout ça prend énormément d'énergie. Et peut-être que dans certaines situations, c'est plus confortable de rester à la maison. Sur la distance, par contre, sur le moment, c'est peut-être difficile de ressortir. Sur la distance, je pense que malheureusement, c'est aussi ce qu'on a vu apparaître, c'est qu'on a beaucoup plus de symptômes de dépression suite au confinement qu'avant. Ça veut dire que ce retrait, alors on peut trouver ça un peu confortable, mais sur la distance, alors ça va peut-être pas amener des troubles anxieux, mais plutôt des troubles dépressifs. Donc pas top. Pas top sur la distance. D'accord. Et là, la différence que tu fais entre anxieux et dépression, anxieux, ce serait si je suis confinée, je suis anxieux parce que je ne peux pas revoir, je ne comprends pas la situation. Tandis que la dépression, c'est parce que je ne suis plus avec les autres. C'est parce que tout d'un coup, je me retrouve pas avec moi-même. C'est parce que… Perte de sens. La dépression, la perte de sens, la dépression, c'est la perte de sens. C'est-à-dire, tout ça n'a plus de sens pour moi. Je ne sais plus pourquoi je suis là, quoi. L'anxieux, c'est plutôt, mon Dieu, c'est extrêmement dangereux tout ça. La preuve, c'est qu'on est obligé de tous rester confinés. Et puis après, l'anxiété peut se propager à l'extérieur, où tout d'un coup, le danger peut être lié au Covid lui-même, par exemple, de dire mais j'ose plus rien toucher ou je peux plus m'approcher de personne parce que je pourrais devenir une personne contact, enfin une personne qui… je pourrais l'attraper et puis le transmettre. Donc, il y a une quantité de choses qui se sont installées malheureusement avec ce Covid. D'accord. Et où on va retomber un petit peu sur les principes aussi que tu nous as donnés pour le stress, mais ça ne va pas aider pour de la dépression, mais ça va peut-être redonner une certaine souveraineté, une certaine sérénité pour essayer justement alors à ce moment-là de ne pas plonger dans cette direction en fait. Ou est-ce que tu proposes quelque chose d'autre aux jeunes, même directement, ou aux parents pour aider à justement à pas subir cet isolement? Je crois que pour ne pas subir l'isolement, on a besoin de revenir dans qu'est-ce qui est dans mes mains et qu'est-ce que je peux encore faire. Je pense que pour sortir à la fois de l'état dépressif que de l'état anxieux, on a besoin de revenir vers les petites choses, les ressources. Hein, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, et que je vais pouvoir remettre en route dans ma vie. Après, j'ai bien conscience qu'encore une fois que c'est limité parce que on peut pas tout faire, mais que on peut quand même un bout mettre en place des choses qui nous font du bien, ce qu'on appelle les ressources. Après, il y a des situations qu'on a vues post-Covid qui nécessitent autre chose, encore une fois, que ce que je suis en train d'évoquer. Si on est vraiment dans des troubles anxieux majeurs, il y a besoin de faire un suivi bien plus important. Là, on est dans la gestion du stress, hein, on n'est pas dans les troubles anxieux. Le stress, je le disais tout à l'heure, le stress il est normal. Après, il peut y avoir des troubles anxieux qui sont plus importants, qui posent problème. Ok, très bien. Il y a une question, Amélie, qui est d'un professeur, je trouve extraordinaire. Il y a plusieurs professeurs qui nous suivent. Oui, tu demandes comment aider, en tant qu'enseignant, comment aider vraiment les élèves comment les aider à réduire leur stress face à l'apprentissage en tant qu'enseignant. Et aussi pendant les évaluations, parce qu'on voit des fois certains justement élèves qui perdent leurs moyens pendant l'évaluation et on est là, professeur, on assiste à ça. Comment est-ce qu'on peut les aider? J'ai en partie répondu déjà, c'est-à-dire que d'abord les valoriser, leur dire qu'on croit en eux, mettre en avant vraiment leur réussite, leur force, davantage que leurs faiblesses ou leurs difficultés.
C'est vraiment ça, je crois que ça fait vraiment une très grosse différence. Après, on peut faire des trucs rigolos. Après, ça dépend de comment se sentent les enseignants. Mais on peut très bien commencer avant de faire l'épreuve, de prendre 5 minutes pour faire une séance de visualisation positive collective. C'est-à-dire le prof qui accompagne une visualisation positive avec sa classe en disant bon, bah, fermez les yeux, imaginez que vous êtes dans un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité, serein, dans lequel vous êtes léger, heureux, dynamique. Et puis respirez bien, respiration 3 fois à fond. Et puis au bout de ce petit moment de quelques minutes, ok, venez, papier, crayon, allez, on y va et tout va bien se passer. Enfin, ça dépend tout de ce que les enseignants ont envie de faire. Mais par exemple, ça, un exercice, ça pourrait prendre 3 minutes au début de l'épreuve, par exemple. Et puis, ça permettrait aux ados qui sont là de commencer plus sereinement, en étant déjà un peu plus centrés sur eux. Mais je crois que ce qui va permettre vraiment de mieux gérer le stress, c'est de nouveau la confiance en soi. Et là, les enseignants, ils ont un rôle important. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont valoriser pour donner confiance. Ils ont besoin d'avoir de la valorisation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font de bien, quelles sont leurs forces, bravo pour ce que tu as fait, même si ce n'est pas toujours 6. Donc et je suis sûre que certains d'autres, des enseignants le font, mais ça peut être fait d'une manière plus importante. Après, si un ado est dans une situation d'épreuve et qu'il est un peu noyé par le stress, ça dépend tout de la situation. Mais bien sûr, je pense que c'est important d'aller voir, puis dire mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis de ne pas laisser, si possible, de ne pas laisser l'ado s'enfoncer, quoi. C'est bien parce que tu donnes il y a 2 approches. Il y a l'approche juste avant l'examen où on peut effectivement apporter une bulle d'oxygène avec cette méthode-là à toute la classe. Et puis comme ça, peut-être que ça va réduire en particulier pour les 2 ou 3 qui auraient un problème particulier. Et puis après, c'est tout le reste de l'année, en fait. C'est de la valorisation du travail par rapport aux objectifs qu'on a donnés. Ce n'est pas par rapport aux notes, mais par rapport aux objectifs et aux compétences de chacun. Peut-être une des choses que je pourrais rajouter, c'est que parfois les enseignants ont l'impression que les élèves ne les entendent pas. Donc ils ont tendance à répéter des choses parce qu'ils ont l'impression que ça n'impacte pas les ados. Et moi j'entends souvent des ados dire ouais mais les profs ils nous répètent tout le temps la même chose et puis c'est des choses qui sont répétitives du type qu'on ne travaille pas assez, qu'on ne va pas y arriver si on continue. Je suis convaincue que les profs ne font pas ça parce qu'ils ne vont pas passer leur journée à dire de toute façon vous n'allez pas y arriver. Ou alors je m'inquiète sur leur avenir professionnel ou leur choix professionnel. Mais c'est ce que les ados entendent. Et peut-être que le sentiment que le prof croit en eux, ça c'est un sentiment qui est important. Et si vous repensez à votre propre parcours d'élève, pensez à un enseignant qui vous a marqué, vous verrez que cet enseignant qui vous a marqué, c'est probablement quelqu'un qui vous a dit en substance, même là c'était des mots différents, certainement un enseignant qui vous a dit je crois en toi, je crois que tu es capable, et puis vas-y, on y va, quoi. Je crois que c'est ça que les élèves ont besoin d'entendre. C'est vrai. Je ne sais pas si Thierry, Amélie, vous voyez d'autres questions qui rentrent. Moi, je voulais juste... Pardon, oui. Je voulais juste rappeler aux spectateurs que s'ils souhaitent poser leurs questions de vive voix, ils peuvent lever la main et je leur donnerai la parole. Et puis, avant que ça se passe, donc on laisse le temps là maintenant aux personnes qui voudraient intervenir comme ça, on voulait juste dire, puisqu'on est vraiment heureux d'avoir des professeurs qui nous écoutent, c'est vraiment très constructif et je les remercie parce que c'est eux qui sont finalement au jour le jour en face de ces jeunes. C'est eux qui nous les nourrissent et qui gèrent ce stress au quotidien avec eux. On a trouvé un cadeau de Noël. Voilà, on a un prof qui a trouvé un cadeau de Noël et tous les jeunes qui nous écoutent et les parents, professeur qui nous dit qu'il y a une application qui s'appelle Petit Bambou. Je ne sais pas si tu connais, Pascal, Petit Bambou. Alors, OK, c'est sur du téléphone. Ah oui, excellent. C'est plein de petites séquences qui permettent de s'entraîner à contrôler son stress, des programmes spéciaux pour les enfants et les ados. On oublie de dire que certains enfants, avant de la méditation, ouais, c'est très bien.
voilà, ça aide à dormir, à faire des petites siestes, à faire de la visualisation positive que tu as présentée, à reprendre le contrôle de son attention. Donc voilà. Je ne sais pas si tu confirmes, mais si tu connais. Ouais. Alors, je confirme, j'utilise Petit Bambou, j'adore. Moi, j'ai la voix féminine parce que je la trouve magnifique. Je trouve que ce sont des outils qui sont hyper intéressants. C'est sur le téléphone, mais comme on peut avoir la musique sur le téléphone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est des outils qui sont très intéressants, qui permettent effectivement de s'initier. Parce que parfois, la méditation, quand elle n'est pas accompagnée, c'est compliqué, surtout pour les ados. Là, ce sont des méditations accompagnées qui fait que, voilà, on se laisse guider et puis ça permet effectivement de travailler sur les émotions négatives du type stress, etc. Donc, je pense que c'est une très bonne idée à disposition des ados. Je crois que c'est gratuit. Je crois qu'il y a toute une partie qui est gratuite. Et puis après, oui, il y a un abonnement, mais c'est modique. Donc, c'est très bien. C'est aussi conseillé pour les ados, pas seulement pour les petits. Hein, donc, c'est juste. Ah oui, non, c'est pour les ados adultes. Oui, oui. Ah, ouais, parfait. Non, c'est tous les âges. Ça peut laisser rêveur un peu. Non. Alors, non, on essayera ce soir. On essayera ce soir. Je vois qu'il y a une main levée. Je vais laisser Oui, je vais donner la parole à un jeune homme. Vous pouvez parler, je ne sais pas si vous êtes… Oui, bonjour. Ma question, c'est est-ce que porter une montre connectée avant d'aller se coucher, enfin pendant le temps de repos ou pendant qu'on dort, est-ce que c'est nocif pour la peau ou empêche de dormir ou quelque chose comme ça? Donc, quand elle est connectée au téléphone. Oui, et elle analyse votre sommeil, etc. Et elle envoie des ondes, je ne sais pas. Ouais. Évidemment, ça pose la question. Alors, moi, je ne suis pas médecin. Je crois qu'il y avait un médecin qui était dans l'assistance. Donc, si le médecin a des infos là-dessus. J'ai tendance à dire que les ondes, c'est jamais très, très bon ni pour la santé ni pour le sommeil. Alors, je ne sais pas s'il y a un moyen de faire ces enregistrements de données, parce que je sais qu'il y a ces montres, c'est le lapsus. Ces montres connectées, effectivement, peuvent donner des informations sur la qualité du sommeil, donc c'est intéressant. Mais est-ce qu'il y a un moyen de le faire hors ligne, quoi, en mode avion? Je sais que, par exemple, il existe des applications là aussi sur le téléphone qui font justement, qui mesurent la qualité du sommeil, mais vous pouvez le faire en mode avion, qui fait qu'il n'y a pas d'onde dans la chambre. Selon les études, il y a des études qui disent que ça a une influence, d'autres non, c'est très difficile. Moi, par principe de précaution, il n'y a pas d'onde dans la chambre. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond. Ok, merci. C'est le problème général de l'électrosmog, effectivement. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, mais ça dépend effectivement le nombre d'appareils qui sont reliés, le site de Wi-Fi il est dans ta chambre, ou etc. Ou si c'est qu'un appareil de plus, ou etc. Mais voilà, c'est un petit peu sur ce sujet-là qu'il faut s'intéresser, si c'est quelque chose qui te tient à cœur. En tout cas, je dirais plutôt prudence, par principe de précaution, mais après, chacun fait ses choix, mais je crois que vivre avec des ondes permanentes, et y compris dans le sommeil, je ne suis pas sûre que ce soit très très bon, ni pour la qualité de son sommeil, ni justement pour la gestion de ses émotions. Après, il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi qui passe, je pense, dans toutes les chambres. Alors, si on se prend les ondes Wi-Fi dans la tête, c'est peut-être pas forcément… Enfin, on va pas couper le Wi-Fi non plus, mais… Merci, tu peux la nuit. C'est possible. Il y en a certains qui coupent le Wi-Fi la nuit. Parce qu'au fond, plus personne ne l'utilise, donc ça évite des ondes inutiles. Donc, c'est une des possibilités. D'accord. Thierry, tu voulais ajouter quelque chose pour finir? Je vois que tu parles aussi dans les échanges
visualisation positive et des grands sportifs de haut niveau. Donc, c'est aussi utiliser les sportifs de haut niveau, mais on sait que nos élèves sont des athlètes de haut niveau. Donc, ça répond à la question. Hein, c'est ça? Exact. Oui. Tout le travail de visualisation positive, en fait, c'est ce qu'on utilise dans l'entraînement mental pour les sportifs. Donc, effectivement, avec des outils complémentaires qui peuvent être utilisés en plus, mais oui, effectivement, on peut utiliser cette visualisation positive dans les sports, par exemple, mais pourquoi pas dans le quotidien avec les examens. Donc, mais c'est les mêmes techniques, exactement, c'est les mêmes techniques. D'accord, compris. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, Amélie, est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent peut-être? Parce qu'on a des timides. Qui viennent et qui repartent. Pour l'instant, j'ai pas. Ouais. Qui viennent et qui repartent. Nous, on a eu beaucoup de questions via le chat. Donc, on a couvert, je pense, à peu près toutes les questions de nos adolescents, des parents et des professeurs. Il y a une main qui est levée. Oui, voilà. On vous écoute. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation que j'ai trouvée très intéressante et complète et visuelle en plus. Merci. Je me demandais, est-ce que vous recevez des ados en séance individuelle, en suivi? Oui. Oui? Oui. Ok, vous avez un cabinet à Genève? Oui, je consulte, oui, à Genève, à Carouge et à Nyon. Donc, j'ai 2 lieux de consultation et je fais du suivi. Comme l'expliquait Patricia, donc je fais des consultations ado-adultes. Voilà. Ok, parfait. Et votre spécialité, ça? Toute thématique ado-adulte. Et je rajouterais peut-être HP aussi, au potentiel. Ok. Et TDAH aussi? Un peu, parce qu'il y en a pas mal chez les HP. C'est pas ma spécialité, mais je suis plutôt j'accompagne les ados adultes standards et puis ados adultes HP. Ok. Est-ce que vous êtes remboursé par l'assurance? Grande question. Ça dépend de vos assurances, mais plutôt non, parce que je suis psychologue, mais pas psychothérapeute. Et donc, plutôt non. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Alors voilà, il est 21h. Je pense si on a fait le tour et c'était très varié parce c'était sympa, autant des questions d'élèves que de parents, que de professeurs. On a Thierry qui fait encore un. Vous voulez encore rajouter quelque chose? Oui, je sais ce que tu vas rajouter. Voilà, tu sais ce que je vais rajouter. Ça n'a absolument rien à voir. Mais avant que tout le monde se déconnecte, je voudrais en profiter pour vous dire que le marché de Noël de l'APEF a lieu d'une certaine façon cette année, et s'il n'a pas lieu à l'école, il a lieu sur Internet. On a un super beau site où vous avez plein de belles choses qui sont mises en vente, certaines qui sont fabriquées par vos enfants, d'autres qui sont très différentes et qui ne sont pas fabriquées par vos enfants. Et donc, on vous invite vraiment à y aller parce qu'il y a des choses sympas. Ça ne remplace pas le côté ludique et sympathique et convivial du marché qu'on fait chaque année, mais il y a du monde qui a beaucoup travaillé dessus. Alors, du monde, c'est pas moi. Moi, j'en parle, mais je ne pourrais pas prendre les lauriers. Mais vraiment, voilà, donc je vous invite à ne pas oublier et à ne pas hésiter à aller sur le site du marché de Noël. Sur ce, je me tais parce que je ne sers à rien. Ce que tu as oublié de dire, c'est que ça déstresse. Le e-shopping sur le site de la BEF, ça déstresse. Voilà. C'est le message qu'il faut retenir. On va retenir le message de fin. Voilà, on va retenir 3 choses. C'est que le e-shopping sur le site de la PEF, ça déstresse. La brosse à dents, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé l'idée de la brosse à dents. Nettoyer les pensées négatives. Et puis, le cadeau de Noël du professeur Petit Bambou. Comme ça, on a un instrument et puis on va pouvoir méditer tous et se déstresser. En tout cas, merci de tout cœur. Merci beaucoup, Pascal, pour cet entretien. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Merci de l'accueil, c'était chouette. Peut-être la dernière chose aussi qu'on pourrait dire, on aurait dû le dire dans l'introduction, mais
voilà, on essaye de plus en plus à l'APEF d'avoir des conférences qui concernent l'association des parents, ça va être les parents, mais de plus en plus qui concernent les parents et les enfants, parce que l'idée, c'est d'instaurer après un dialogue à la maison. On peut une fois parler justement des fratries avec le docteur Revol, on peut parler des addictions, mais c'est toujours des thèmes sympas à voir ensemble, à entendre ensemble, comme ça on échange sur des sujets. Voilà. Là, on a innové parce que l'idée, c'était vraiment que tu t'adresses aux jeunes, c'était vraiment une conférence qui leur était réservée, c'était pour eux parce que c'est ce stress chez eux, on voulait leur apporter quelques outils, quelques clés. Mais on est aussi, c'est là où je voulais en venir, on attend vos réflexions, c'est-à-dire qu'on est curieux de voir ce qui peut vous intéresser effectivement pour la suite. Donc les jeunes, comme les parents qui nous entendent ou les professeurs, s'il y a des thèmes que vous trouveriez intéressants à traiter, on est preneur parce que justement, c'est pour vous qu'on les fait ces conférences. Et puis, si on peut apporter justement des clés et des thèmes qui vous intéressent, voilà. Sachant que, comme on l'a dit, au début de l'année prochaine, je pense qu'on aura quelque chose vraiment sur les méthodologies d'apprentissage, sur comment mieux retenir, comment mieux faire fonctionner son cerveau, comment se donner des chances, multiplier les chances par rapport à l'apprentissage pour que chaque enfant ait le plaisir d'apprendre. Je pense que ça, c'est important. Et ça, on pourra en reparler début de l'année prochaine. Voilà. Donc, merci à tous. Merci, Pascal. Merci à vous. Je voulais juste ajouter que vous avez écrit 2 livres qui peuvent sûrement intéresser les parents. Il y en a un qui s'appelle Apprivoiser son ado et le deuxième, Les ados, le mystère expliqué. Ils seront un jour sur le site de l'APEF. Les parents vont rester en ligne et les ados vont raccrocher. Ils sont en fin de ma présentation. Ils seront sur votre site au printemps. Parfait. Les parents pourront les acheter. Ils sont sur le PowerPoint. Hein, exact. Ouais. Voilà, en temps normal, si on avait fait une conférence à l'école, on les aurait mis dans le fond de la salle pour que tout le monde puisse repartir avec son exemplaire pour bien méditer sur les ados et les apprivoiser. Et là, vous le ferez online et puis vous aurez les informations sur le PowerPoint. Alors, merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.